Bonjour, bienvenue au webinaire d'Ouranos. Des gens dans la salle ici, mais aussi pas mal de gens en ligne. Donc, c'est un plaisir d'accueillir à Ouranos Ryan Ness de l'Institut climatique canadien, une organisation canadienne que, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir leur site web parce qu'ils font des travaux sur une quantité d'aspects sur les changements climatiques et notamment sur l'adaptation. Et ils font un travail de communication aussi qui est particulièrement impressionnant avec beaucoup d'infographies que je dois admettre qu'Ouranos utilise abondamment dans certaines de nos présentations, avec référence bien sûr. Donc, des travaux tout à fait complémentaires à la mission d'Ouranos. Donc, c'est vraiment un plaisir d'accueillir Ryan Ness aujourd'hui. Ryan, il a plus de 20 ans d'expérience en adaptation au changement climatique. Je me souviens de l'avoir rencontré il y a une bonne quinzaine d'années, peut-être même plus, lorsqu'il travaillait pour le consortium ontarien sur le climat. Donc, c'était un genre d'Ouranos à l'époque qui avait tenté... Une ambition d'être... Qui avait l'ambition de devenir un genre d'Ouranos. Malheureusement, ça n'avait pas fonctionné, mais Ryan a trouvé sa voie dans le contexte ontarien en adaptation, notamment en travaillant à l'Institut climatique canadien. Il y a une formation d'ingénieur, donc un baccalauréat en génie de l'environnement, et une maîtrise en génie des ressources hydriques de l'Université de Guelph. Et il est, parce qu'il a beaucoup de temps libre pour lui, il est en train de terminer son doctorat affilié à l'Université de Waterloo. Et donc, Ryan va nous parler du dernier gros rapport adaptation de l'Institut climatique canadien. Donc, Ryan. Merci Alain, merci et à vous et bonjour à tous. Je suis Ryan Ness, le directeur de recherche sur l'adaptation à l'Institut climatique du Canada. Comme Alain a dit, nous sommes un centre national de recherche sur les politiques en matière de changement climatique. On conseille les gouvernements sur la meilleure façon d'atteindre les objectifs du Canada en matière de changement climatique pour l'atténuation, pour l'adaptation et pour la croissance propre. Et d'ailleurs, on est bien connecté à Ouranos. Alain siège à notre conseil d'administration. Caroline fait partie de notre comité consultatif d'experts sur l'adaptation. Je vais vous parler aujourd'hui d'un grand rapport de recherche que nous avons publié en février, pas en 2022, je m'excuse, la date est incorrecte. Je vous assure que c'est une recherche nouveau. C'est intitulé « Des risques à nos portes, construire de nouveaux logements à l'abri des impacts climatiques ». C'est sur les conséquences de la poursuite de la construction de nouveaux logements dans les zones à risque d'inondation et d'incendie de forêt au Canada. Le rapport est particulièrement pertinent pour le Québec, qui est en train, comme vous savez, de mettre à jour ses politiques d'aménagement du territoire en matière d'inondation. De plus, les inondations provoquées par l'ouragan Debby en 2024 ont été un rappel important du nombre de communautés et d'habitations existantes qui sont menacées dans la province. Alors, nous avons décidé de mener cette recherche parce que de nombreuses parties prenantes nous ont dit que nous ne faisions pas assez pour empêcher la construction de nouvelles maisons dans les zones à risque d'inondation et d'incendie de forêt autour du Canada, malgré l'augmentation des dommages causés aux maisons existantes par ces risques et en raison du changement climatique. De plus, la pression croissante pour répondre à la crise du logement abordable rend encore plus probable que les lacunes dans les politiques et les incitations mal orientées conduiront à la construction de logements dans ces zones à risque. Alors, cela ajouterait encore au danger pour les logements existants, un risque que nous avons déjà du mal à gérer. Par exemple, les analyses montrent que le développement urbain s'est poursuivi dans les zones inondables à travers le Canada, y compris au Québec, jusqu'à une date très récente, même si nous savions que les inondations sont parmi les catastrophes les plus destructrices au Canada et que le changement climatique exacerbera
presque certainement les risques d'inondation en toute partie du pays. Cela renforce la probabilité de construire plus de logements dans les zones à risque à l'avenir. Alors, pour commencer, nous avons projeté où se bâtiront les futurs logements d'ici 2030 sous le régime des politiques actuelles. Et nous avons utilisé des modèles d'inondation et de feux de forêt avancés afin d'estimer les risques pour les 16 millions d'habitations existantes du Canada ou bâtiments résidentiels existants du Canada, ainsi que les 5,8 millions d'habitations qui devraient s'ajouter d'ici 2030 selon les politiques actuelles. Nous avons évalué les politiques actuelles de logement, d'aménagement du territoire et autres qui influencent le développement dans les zones à risque autour du pays. Et nous avons exploré aussi des politiques prometteuses au Canada et à l'international pour canaliser les projets en zone sûre. Et nous avons aussi commandé une étude consacrée aux enjeux des communautés autochtones, particulièrement des Premières Nations vivant dans des réserves pour la construction de logements résistants au climat. Je vais en parler plus tard. Pour estimer précisément, je m'excuse, le format ne marche pas toujours avec un autre ordinateur. Alors, il y a un peu de overlap ici, mais vous pouvez voir. Pour estimer précisément les 5,8 millions de logements supplémentaires dont le gouvernement du Canada estime avoir besoin au Canada, où ils seraient situés dans le cadre des politiques existantes, c'est quelque chose qui était nécessaire pour extrapoler la modélisation des dommages qu'on a fait. Nous avons travaillé avec SSG, le Sustainability Solutions Group, un consultant avec une présence à Montréal, avec des capacités de modélisation très intéressantes. Ils ont utilisé des plans communaux et les cartes de zonage de pratiquement toutes les agglomérations importantes du Canada, ainsi que de nombreux autres jeux de données géospatiales. Alors, je vais vous montrer quelques résultats de cette modélisation avant de parler de politique. Alors, nous avons modélisé les risques d'inondation et de feux de forêt, comme j'ai dit. On a utilisé un modèle d'inondation qui comprend deux scénarios. Alors, un scénario optimiste qui suppose que les municipalités ont mis en place des infrastructures de protection contre les inondations qui protègent les habitations à un niveau élevé. Et aussi un scénario pessimiste, c'est un scénario dans lequel aucune protection n'est en place. Et on a utilisé deux scénarios parce que les informations disponibles sur l'étendue et la conception des infrastructures de protection contre les inondations au Canada sont très limitées. Et il n'est pas possible de les modéliser avec précision à l'échelle nationale. Alors, de sorte que le risque actuel, le réel, se situe quelque part entre les deux et probablement plus près du scénario pessimiste. Alors, nous constatons que dans le scénario optimiste, les pertes annuelles moyennes dues aux inondations pour les nouvelles habitations construites dans l'ensemble du pays pourraient augmenter d'environ 20%, soit environ 340 millions de dollars par an. Et dans le scénario pessimiste, le risque pourrait augmenter de 40%, soit environ 2 milliards de dollars par an. Les provinces où nous estimons que les nouvelles habitations créeront le plus grand risque sont la Colombie-Britannique, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta. Au Québec, nous estimons que les dommages causés par les inondations pourraient augmenter de 210 millions de dollars par an des années 2030. C'est dans le scénario pessimiste. C'est moins que la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Alberta, mais plus que l'Ontario.
Et le montant des nouveaux dommages varie considérablement d'une province à l'autre en fonction de deux choses, du nombre de logements qui devraient être construits et de la proportion de ceux qui sont exposés à un risque élevé. Par exemple, l'augmentation globale du risque financier lié aux inondations au Québec et en Ontario est assez élevée, mais cela est principalement dû au grand nombre de logements qui seront construits. En termes de dommages par nouveau logement, ceux-ci sont relativement faibles comparés à des provinces comme la Colombie-Britannique et l'Alberta. Les augmentations de dommages au Québec sont à peu près les mêmes que celles projetées pour Alberta, mais bien que le Québec a projeté de construire environ 3 fois plus de nouveaux logements, environ 1,1 million contre 400 000. Les dommages moins élevés par nouvelles maisons en Ontario et au Québec et autres provinces comme Saskatchewan et Terre-Neuve et Labrador pourraient s'expliquer par des politiques d'aménagement du territoire plus strictes dans ces provinces qui limitent le développement dans la plupart des zones inondables à haut risque, ce qui se reflète dans les plans municipaux aussi. Et je vais en parler plus de ça dans une minute. L'un de nos résultats les plus importants montre que pour les logements existants et les futurs logements potentiels, c'est un nombre relativement faible de logements qui sera responsable de la majeure partie du risque. On voit que à peu près 6 millions de logements qui pourraient se bâtir au Canada d'ici 2030, environ 10% seraient vulnérables d'une façon ou d'une autre aux inondations, mais seulement 3% de ces nouveaux logements représenteraient presque 90% de toutes les pertes. Alors, le message à tirer, c'est que dans l'ensemble, le fait de diriger une petite proportion de nouvelles habitations loin des zones à haut risque peut réduire la plupart des nouveaux risques potentiels. Cela souligne l'importance des politiques efficaces concernant l'aménagement du territoire qui empêchent les constructions à haut risque et les efforts pour s'assurer qu'elles sont appliquées et mises en œuvre correctement, comme les changements et les améliorations qui sont proposés au Québec. Selon la modélisation des feux de forêt qui a été réalisée pour nous par les cooperators, l'entreprise d'assurance, nos résultats montrent également que le risque d'incendie de forêt pourrait augmenter considérablement dans le cadre des politiques actuelles d'aménagement du territoire et de logement et peut-être même plus que doubler. La majorité de ce nouveau risque potentiel est concentrée en Colombie-Britannique. Il y a relativement peu de nouveaux risques potentiels au Québec, bien qu'il soit important de souligner que notre modélisation des incendies de forêt est basée sur les conditions climatiques actuelles et ne reflète pas les effets potentiels du changement climatique du futur. Comme vous pouvez voir sur le diapo, les pertes annuelles moyennes que nous prévoyons pour les habitations existantes au Québec sont relativement faibles, 45 millions de dollars par an, et cependant les résultats plus détaillés dans notre rapport examinent les plus pires scénarios, montrant que les pertes maximales probables pour une saison d'incendie avec une période de retour de 100 ans au Québec sont beaucoup plus élevées et pourraient approcher le milliard de dollars au Québec. Et comme nous le voyons ici, le risque d'incendie de forêt est également concentré sur une petite quantité de nouvelles habitations potentielles, avec 92% des pertes potentielles futures concentrées dans seulement 20 municipalités, la plupart de lesquelles sont en Colombie-Britannique. Je vais vous maintenant présenter
notre analyse des politiques qui encadrent où l'on construit le logement et les lacunes et les incohérences qu'on a trouvées. Alors, la plupart des provinces et territoires du Canada n'utilisent pas leur plein pouvoir pour décourager la construction dans les zones à risque d'inondation et de feux de forêt. Même dans les provinces qui fixent les normes, la réglementation est rarement assez sévère et n'empêche pas la construction risquée. Les politiques lacunaires laissent la charge de prévenir la construction dangereuse aux municipalités pour qui cela représente un défi financier, technique et politique considérable. Un nombre de provinces et territoires permettent la nouvelle construction résidentielle dans les zones à haut risque d'inondation, se fiant à des mesures d'atténuation dispendieuses et qui ne sont pas que partiellement efficaces à long terme, particulièrement avec les changements climatiques. Mais on voit dans des autres pays et les provinces avec des réglementations plus musclées, cohérentes, que l'aménagement du territoire, les politiques d'aménagement du territoire peuvent limiter ou peut-être même éliminer la construction dans les zones à haut risque. Dans cette sommaire qui est présentée dans le rapport, on voit que il y a d'autres détails, mais on voit une plus grande conclusion. Le résultat, c'est que ceux de 5 des 13 provinces et territoires du Canada, y compris le Québec, ont des politiques qui interdisent le développement dans les zones à haut risque d'inondation. On voit aussi que des incohérences dans les politiques fédérales et provinciales de logement et d'infrastructures peuvent aussi accroître la construction dans les zones à haut risque. Par exemple, à continuer à offrir des incitatifs ou des quotas de construction qui ne prennent pas en compte des zones exposées aux inondations ou aux feux de forêt. Alors, même si l'objectif de ces politiques et programmes est d'améliorer l'abordabilité, ils peuvent au contraire augmenter les coûts à long terme. On note aussi que le financement des infrastructures, les routes, les aqueducs, les égouts, ne tient pas toujours compte des risques climatiques et les zones d'aléas, ce qui peut rendre les nouvelles constructions associées avec cette infrastructure encore plus vulnérables. Les meilleures pratiques à l'international montrent qu'on peut intégrer les risques climatiques dès le départ des décisions de financement et de planification d'infrastructures et de logement. Plusieurs pays conditionnent le financement des projets de logement à des évaluations de risques climatiques rigoureuses, y compris l'évitement des zones de danger. Les programmes d'aide aux sinistres peuvent aussi parfois créer un aléa moral, ce qui veut dire ils peuvent envoyer un signal aux propriétaires et municipalités que c'est acceptable de construire ou de reconstruire dans des zones dangereuses parce que l'aide publique sera là après un coup. C'est une préoccupation importante dans le contexte du futur programme national d'assurance aussi contre les inondations. S'il n'est pas bien conçu, ce programme pourrait lui aussi créer un aléa moral en donnant l'impression que le risque est pris en charge même dans les endroits plus exposés. Un bon programme d'assurance publique et d'aide aux sinistres peut réduire l'aléa moral, surtout s'ils incluent des règles qui limitent l'admissibilité des nouvelles maisons construites dans les zones à risque élevé, qui envoiera un signal clair qu'on ne finance pas l'urbanisation et le développement dans les zones dangereuses. Cette diapo parle d'un problème bien connu, l'information sur les risques comme les inondations
où les feux de forêt sont souvent difficiles à trouver ou carrément absents. Les municipalités, comme les citoyens, n'ont pas toujours accès à des cartes à jour ou à des données claires. Le résultat, c'est qu'on achète ou on développe sans savoir qu'on est dans une zone à risque. À l'inverse, dans certains autres pays et dans une certaine mesure, certaines provinces canadiennes, les cartes de risque sont publiques, faciles à consulter et mises à jour régulièrement. C'est quelque chose d'essentiel pour permettre aux gens et au gouvernement de faire des choix plus éclairés. Et un très court résumé des constats tirés de la recherche qu'on a commandée sur les réalités des communautés autochtones face aux risques climatiques. Le rapport complet qui accompagne Risque No Porte contient beaucoup plus de détails, des données et des exemples concrets et on vous invite à le consulter. Mais les communautés autochtones, on trouve, font face à des défis particuliers, surtout en matière de logement et d'adaptation au changement climatique pour les logements et le développement. Dans plusieurs réserves, les besoins sont très urgents et les impacts des risques comme les inondations ou la chaleur extrême sont souvent plus graves que d'autres communautés au Canada. À cela s'ajoutent aussi des enjeux spécifiques de gouvernance, de financement et de capacité locale qui compliquent la planification à long terme dans ces communautés. Mais on a aussi vu que quand les communautés ont levier pour agir localement avec de l'autonomie décisionnelle et du financement flexible, on a des programmes qui ont eu plus de succès. Alors, nos grandes conclusions et recommandations. Les grands constats de notre travail sont que, premièrement, les dommages au logement construits en zone à risque, que ce soit à cause des inondations de feux de forêt, pourraient coûter des milliards. Ce sont des coûts qui retombent à la fois sur les ménages et aussi sur les finances publiques. Deuxièmement, des règles d'aménagement trop permissives restent le principal moteur de cette construction risquée. On continue à permettre le développement dans les secteurs, dans les zones vulnérables autour du pays, certaines provinces plus que des autres. Troisièmement, il est tout à fait possible de réduire ces pertes de façon importante sans pour autant freiner la construction de logements au Canada. On peut construire plus, mais construire mieux et ailleurs. Quatrièmement, le problème d'aménagement est aggravé par d'autres politiques mal alignées, comme celle sur les infrastructures de logement et l'aide après sinistre. Et enfin, il y a un manque flagrant d'informations claires sur les risques climatiques. Ça empêche tout le monde, les décideurs comme citoyens, de prendre des décisions éclairées, surtout en matière de la localisation de logements. Alors, nos 5 recommandations principales pour les gouvernements issus de notre recherche. D'abord, les gouvernements à tous les niveaux, mais particulièrement les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, devraient activement favoriser les investissements en logement et en infrastructure, mais dans les zones sûres. On parle ici de réorienter les budgets vers les endroits à faible risque. Ensuite, il faut renforcer les politiques d'aménagement du territoire pour éviter la construction dans les zones dangereuses. Trop souvent, les règles actuelles, comme on a vu, permettent encore ce genre de développement. La troisième recommandation, revoir les programmes d'aide aux sinistres. Si les programmes ne sont pas bien conçus, ils peuvent encourager la construction ou la reconstruction dans les endroits à haut risque.
Quatrièmement, on recommande une mise à jour urgente de l'information sur les risques et surtout de rendre cette information obligatoire dans les transactions immobilières. Si on veut des décisions éclairées, il faut que les gens aient accès et utilisent l'information dès le départ de leur décision de développement ou d'achat. Et finalement, il est essentiel que le gouvernement fédéral donne plus de pouvoir et de ressources aux communautés autochtones pour qu'elles puissent bâtir et planifier des logements adaptés aux réalités climatiques dans leur territoire et dans des lieux sécuritaires. Et encore, il y a beaucoup plus de détails dans le rapport qui accompagne le risque à nos portes. Alors, je vous laisse avec le message le plus important de notre recherche. Il est essentiel de prendre dès maintenant des décisions intelligentes pour protéger le logement, plutôt que faire face à une augmentation sans fin, peut-être, des coûts de réparation, de reconstruction et d'intervention en cas de catastrophe. Au final, la maison la plus abordable est celui qui n'a pas sans cesse à être reconstruit. Merci beaucoup. Merci, Ryan. Merci pour une présentation très claire avec un français, ma foi, excellent. Vraiment. Avec beaucoup de notes. C'était très bon, c'était très clair. Et puis en plus, on comprend que l'étude a été réalisée avec un timing qui est très particulier pour le Québec, puisqu'il y a eu les inondations de 2017-2019 qui a fait en sorte que différents paliers de gouvernement ont décidé d'aller de l'avant avec plusieurs des recommandations qui sont identifiées ici. On n'est pas encore tout à fait arrivé, mais je voulais quand même juste rappeler que donc, le travail a été fait, dans le fond, surtout en lien avec les politiques d'aménagement et les politiques publiques du passé récent. Là. Oui, oui. C'est important à souvenir, oui. C'est bien. Je dis ça parce que je ne sais pas s'il va y avoir soit des questions dans la salle ou en ligne qui vont être en lien avec ce qui se passe présentement au Québec. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En fait, je vais peut-être juste me permettre d'en poser une tout de suite, juste pour clarifier. J'ai vu que les chiffres de Colombie-Britannique sont très, très élevés. Alors, c'est pourquoi ça? Est-ce que c'est parce que le Fraser, par exemple, la rivière Fraser est une région qui peut inonder oui, oui, une grande proportion de la population existante et la population qui vient va être localisée dans les zones à haut risque dans la région de Vancouver. Okay. Beaucoup de logements ont été construits et continuent d'être construits en arrière des digues. Alors, dans un scénario pessimiste, lorsque les digues ne fonctionnent pas ou ne sont pas maintenues au fil du temps, ça crée un grand risque de catastrophe. Ouais, ben à date, on a pas mal ce qu'on a vu au cours des dernières années ici, malheureusement. Hélène. Ben, ma question était, c'est en lien avec la tienne, c'était le premier volet, justement pour les résultats de modélisation par province. Moi aussi, j'ai été vraiment impressionnée par les résultats de la Colombie-Britannique. Vous avez dit que la modélisation tenait compte du nombre de logements, du nombre d'habitations et de l'exposition. Mais je me demandais, en voyant les chiffres de la Colombie-Britannique, est-ce que les valeurs foncières de ces habitations-là sont prises en compte dans les évaluations des montants, le prix des maisons? Oui. On a réfléchi la valeur élevée des maisons dans quelques régions, la valeur moyenne par chaque région qui est venue de Statistique Canada. Oui, c'est aussi peut-être une cause de la grandeur des chiffres pour la Colombie-Britannique, c'est que la valeur des propriétés est très, très élevée. C'est les deux qui contribuent à la fois à l'exposition et des valeurs. Oui. Oui, vous avez utilisé des programmes gouvernementaux sur l'aménagement du territoire, mais je sais que récemment, les architectes
sorti c'est Architectes sans frontières, cohabiter avec l'eau. En fait, ils mettent en place des mesures pour que les maisons soient construites sur des endroits où il y a de l'inondation. En fait, est-ce que vous savez si les programmes canadiens ou internationaux commencent à utiliser cette option de se construire différemment, mais dans des zones inondables? Oui, mais plutôt dans les zones à faible risque. Oui, à plus faible risque. Ce n'est pas dans votre rapport. Hein? Non, on a seulement considéré la localisation des logements. C'est bien sûr que la méthode de construction peut aussi réduire les risques, mais on a visé l'enjeu de localisation pour notre travail. Il y a plusieurs d'autres organismes. En anglais, c'est l'Institut of Catastrophic Loss Reduction, par exemple, l'industrie d'assurance qui considère les codes de construction et les normes de construction aussi. Il y a une question en ligne. Naturellement, tu vas peut-être trouver que c'est un défi de répondre, mais la question, c'est selon vous, est-ce que la nouvelle réglementation qui devrait être adoptée dans les prochaines semaines au Québec va permettre de réduire les impacts potentiels? Alors, j'ai dit ça que ça va être difficile un peu pour toi parce que peut-être tu ne connais pas les détails des modifications, mais je ne sais pas, peut-être que je vais le regarder un petit peu. Je connais quelques détails. C'est une amélioration du cadre existant. Oui, ça fait beaucoup de bonnes choses, de cartes mises à jour. Qui sont accessibles au public et aux municipalités. C'est l'enforcement, est-ce que c'est le mot en français? Renforcement, oui. Oui, renforcement, ce serait très important. On a entendu au Québec qu'il y a des fois que les politiques actuelles n'ont été pas renforcées au niveau municipal aussi. Alors, il y a du travail à faire après de moderniser les politiques, mais c'est un développement positif selon nous au Québec. Oui, naturellement, rien n'est adopté encore, mais ça s'en va dans la bonne direction. Peut-être je vais en profiter pour ajouter, parce que c'est un des éléments que tu as mentionné. Maintenant, lorsque quelqu'un est inondé, le ministère de la Sécurité publique va donner des financements pour compenser. C'est des montants que les gens ont souvent contestés en disant « Ah, c'est pas suffisamment d'argent par rapport à la valeur de la maison ». Mais les gens ne se rappellent pas que l'objectif, c'est des financements pour survivre, là, c'est pas pour repayer une cabane qui vaut 3 millions de dollars là, sur le bord de l'eau. Et donc, le gouvernement a annoncé que chaque maison pourra avoir un maximum d'un paiement, se faire rembourser une seule fois ou quelque chose du genre. Donc ça correspond avec une des recommandations. Avec la conception des programmes d'aide d'aléa. Oui, exactement. Ça aussi, sur ce front-là, ça va aussi aider. Caroline, je ne sais pas si tu voulais rajouter sur le dossier. Ben, j'allais poser une question. Oui. Donc, merci pour la présentation, Claire, puis merci d'avoir travaillé sur cette étude qu'on mettait toujours un peu de côté. Là. La question, elle est hyper complexe et personne ne voulait s'y attaquer. Donc, bravo à l'Institut pour s'y être penché. Les recommandations vont beaucoup au palier de gouvernement fédéral et provincial. C'est à eux qu'il y a un grand rôle à jouer, évidemment. Du côté des municipalités, on voit peut-être plus le côté des contraintes. Par exemple, tu mentionnais qu'il y avait des enjeux politiques, mais financiers aussi. Donc, cette portion-là, dans les recommandations, on n'aborde pas comment compenser finalement les municipalités pour cette perte de revenus potentiels. Et d'un autre côté, on suggère d'investir là où ça pourrait être à faible risque, reconnaissant qu'il y a des municipalités qui sont peut-être construites à capacité dans des zones à faible risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, peut-être plus au niveau des municipalités, est-ce qu'il y a des recommandations qui sont devenues ou un pouvoir d'action du côté des municipalités? Et j'aurais dû dire aussi que la sommaire des recommandations a manqué beaucoup de détails qu'il y a dans le rapport aussi. On parlait de les défis des municipalités. Ce sont des questions ici que tu as posées, Caroline. On a dit que les municipalités ont besoin de soutien, ont besoin de support, de financement pour faire des études, pour mettre à jour leur politique, leur zonage,
leur carte. Mais certaines municipalités seront affectées plus que des autres à cause de leur géographie. Il y aura des décisions difficiles à faire, à décider où directer notre nouvelle population. Mais on doit prendre en compte le risque parce que ça va coûter beaucoup plus si on ne le fait pas. Mais il y aura des conversations difficiles à venir avec les municipalités. Il y a une question, en fait, je ne sais pas si c'est un commentaire ou une question qui est en ligne là, de M. de Montigny, mais peut-être, donc, il mentionne, les méthodes peuvent aider, oui, mais les infrastructures, telles les services d'égout, l'électricité, etc., demeurent vulnérables et ce n'est pas mieux. Je pense que c'est peut-être en lien avec les façons de construire pour réussir à vivre avec l'eau. Un des enjeux, c'est que oui, on peut construire des maisons qui pourraient, à la limite, flotter ou des trucs de genre, sauf que le problème, c'est qu'il faut quand même que tu amènes des services, etc. Puis ça fait en sorte que s'il y a des inondations, ben, les gens doivent quand même trouver un moyen où les services d'urgence doivent aller sur place. Il y a des infrastructures qui sont à risque. Et les méthodes de construction aussi ont des limites dans les zones à haut risque, dans des inondations de 2-3 mètres, dans les zones plus intenses des feux de forêt. On ne peut pas éliminer le risque avec les méthodes de construction. Et ce sont ces logements qui présenteront le plus grand risque financier aussi. Alors, c'est plus une question de relocalisation ou de grands efforts pour la protection des grandes infrastructures ou des efforts forestiers, par exemple. Sans compléter que construire une maison flottante dans le coin de Châteauguay, où il y a souvent des inondations en mois de janvier, je ne suis pas tout à fait sûr de qu'est-ce que ça donne. Diane? Vous avez dit que vous n'avez pas inclus les projections feux de forêt dans votre analyse. Protection future, oui. Parce qu'il y a quand même des cartes qui sont disponibles pour le Canada par le Centre canadien de services climatiques. Est-ce que c'est faute de temps ou l'information qu'on fait? On a travaillé avec Environnement Canada et le service forestier. Service canadien des forêts. Le service canadien des forêts. Ils n'ont pas encore mis ensemble les projections et la modélisation de l'intensité et de la probabilité des feux de forêt. Alors, les cartes de CCCS ne sont pas assez détaillées, selon nous, pour à le temps qu'on a fait l'analyse, à inclure des scénarios pour le changement climatique. On comprend qu'il y a eu de progrès et Cooperators est en train de mettre à jour sa modèle pour inclure des scénarios au futur. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains, mais je vais peut-être profiter du fait que tu as présenté ici à Montréal, à la Maison du développement durable, il n'y a pas beaucoup de temps, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois. Oui, au début de panel. Oui, c'est avec un panel. Oui. Et je vais quand même revenir sur un des points qui a été amené que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une part, il y a des impacts économiques potentiellement très importants. Mais d'autre part, il y a peut-être des solutions d'adaptation à mettre en branle, comme par exemple exproprier des gens, demander plein de déplacements, etc., qui vont aussi coûter beaucoup d'argent, qui vont être payés au final probablement par les contribuables. Je ne sais pas, est-ce que tu as... Parce que le projet ne visait pas à répondre à cette question-là, mais je me demandais, est-ce que tu avais réfléchi suite à cette discussion-là fort intéressante au panel là, par rapport à la question des options d'adaptation pour pouvoir surtout gérer l'existant? Oui. Alors, deux points là. Il est important à emphasiser que de ne pas construire de nouveaux logements dans les zones à haut risque ne coûte pas beaucoup d'argent. Et ce sera la meilleure façon d'éviter de plus de risques, d'une augmentation de risque. Mais oui, on a remarqué encore, comme les autres chercheurs ont remarqué, que le risque
actuel est extrêmement grand, effrayant au Canada. Alors, quelque chose doit être fait parce que le risque va seulement augmenter au fil du temps avec les changements climatiques. Alors, peut-être comme tu sais, Alain, mais comme Caroline sait, notre prochain projet de recherche viserait l'enjeu de où on devrait investir et combien on doit investir et quel type d'intervention qu'on doit utiliser pour gérer le risque existant dans les zones à haut risque pour nos logements actuels. Parfait. Ben, en fait, c'est exactement ce que j'espérais que tu de parler de la prochaine étude qui s'en vient. Mais encore une fois, juste pour montrer en quoi l'Institut climatique canadien et Ouranos peuvent certainement continuer à travailler ensemble pour faire avancer ces différents dossiers-là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? Il n'y a pas d'autres questions en ligne? Chris? Ouais, merci pour la présentation. J'imagine que pour les inondations, c'était vraiment les inondations fluviales dont on parlait. Mais par exemple, à Montréal, il y a beaucoup d'inondations plus subites dans les zones plus basses qui touchent souvent les mêmes secteurs, puis ça amène des coûts avec des logements en sous-sol, des sous-sols, par exemple. Je ne sais pas si vous avez considéré cette innovation. Le modèle qu'on a utilisé inclut aussi les inondations, est-ce qu'on dit pluviales en français? Oui, alors, mais l'incertitude associée avec cette modélisation à une échelle nationale est extrêmement grande. Alors, une grande partie des coûts est associée avec les inondations urbaines pluviales aussi. Alors, il y a une autre question là aussi, comment peut-on de façon plus précise comprendre le risque associé avec cet aléa. Et on a écrit une page dans le rapport sur ce sujet. S'il y a des chercheurs qui sont intéressés à ce sujet, ça serait très, très utile pour les gouvernements, pour les municipalités autour du pays. Oui, parce qu'effectivement, ici, à Ouranos ou au Québec, là, on a tendance à séparer les deux types d'inondations. Inondations pluviales qui se modélisent avec des simulateurs hydrologiques. Alors que comme par exemple, à la ville de Montréal, hier, tu étais au sommet climat Montréal. Ben là, il y a davantage de gens, notamment à la ville de Montréal ou à la CMM, qui analysent toutes les cuvettes qu'il y a partout sur l'île de Montréal pour tenter de déterminer où sont les cuvettes. Où sont les endroits les plus à risque. C'est vrai que ça, c'est quand même un questionnement scientifique là, intéressant à voir parce que c'est vraiment deux types d'inondations. Et mais trois inondations côtières aussi ont considéré dans notre modélisation. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore une fois te remercier pour l'excellente présentation, l'excellent travail. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller sur le site web de l'Institut pour voir les fins détails de l'étude. Merci tout le monde.